Attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Ça y est, nous y sommes. Heureux de vous retrouver en ce mercredi après-midi. 2 rendez-vous ce matin, le 3e qui débute dans quelques instants. On parle du service civique, une première présentation avec nos invités qu'on va remercier de venir parler de ce service civique. Tout d'abord, Vanessa Sénéchaud, à ma gauche. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes conseillère à la mission locale. On parlera bien sûr dans le détail de ce service civique. On accueille également Ophélie Lacaille qui, elle, est graphiste freelance, mais qui a débuté par le service civique, c'est ça ? Oui, c'est ça, merci, bonjour. Bonjour à vous Ophélie, merci d'être avec nous. Et puis, honneur aux dames d'abord, mais monsieur Jérôme Bacle, qui lui représente la Ligue de l'enseignement. Jérôme, vous nous direz eh bien, pourquoi la Ligue de l'enseignement est investie dans ce service civique et dans ce processus destiné aux jeunes. Avec plaisir. Bonjour. Dans un premier temps, eh bien, la parole tout d'abord pour Vanessa. Le service civique, c'est quoi ? Alors, le service civique, c'est une mission pour les jeunes de 16 à 25 ans et même jusqu'à 30 ans pour les personnes qui peuvent avoir une reconnaissance travailleur handicapé. C'est la possibilité de s'investir dans une structure, qu'elle soit publique comme une mairie, comme une municipalité ou un conseil, une communauté de communes, ou dans une association, de s'investir dans une mission entre 6 et 12 mois sur des missions d'intérêt général pour accomplir sa citoyenneté. Il y a un niveau qui est requis pour postuler sur ce service civique ? Non, il n'y a pas de diplôme prérequis. On va plutôt être sur du savoir-être et sur aussi des connaissances selon les thématiques, puisqu'il y a différentes thématiques sur le service civique. Il peut y avoir la solidarité, le sport, l'environnement, la culture, le loisir. Donc après, ça dépend aussi de ce qu'on préfère et de ce qu'on a envie, sur lesquels on a envie de s'engager. La mission locale, elle sert d'interface entre les jeunes et les différentes associations ou les communautés qui oui. sont susceptibles d'accueillir des jeunes. C'est ça. En fait, on a deux missions principales, c'est-à-dire qu'on identifie les offres de services civiques via le site notamment du servicecivique.gouv.fr, mais moi j'identifie surtout celles qui sont sur la Gâtine, donc pour montrer celles du territoire. On informe les jeunes sur qu'est-ce que le service civique, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et puis, je peux aussi également faire de l'information auprès des structures qui seraient intéressées pour prendre un service civique. Je peux leur faire de l'information et on fait également des réunions d'information de recrutement pour les aider s'ils ont des difficultés à trouver un jeune qui pourrait effectuer la mission dans leur structure. Ça veut dire que les jeunes que vous accueillez, qui viennent vous voir, ils n'ont pas forcément d'idée au départ, ils ne viennent pas frapper en disant « moi je veux faire un service civique » ou vous avez tout type de public ? On peut avoir des jeunes qui sont intéressés par le service civique directement, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour les aider à trouver. Mais on peut, la mission locale accueille des jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent ne pas savoir quoi faire et le service civique peut être une possibilité pour les faire avancer dans leur projet professionnel et dans leur insertion. On se tourne vers Jérôme Bacle, qui représente la Ligue de l'enseignement. Eh bien, en quoi la Ligue de l'enseignement est dans ce processus concernant le service civique, Jérôme ? Alors je vais du coup plutôt évoquer la question des structures qui accueillent les jeunes et qui accompagnent leur parcours, parce qu'on fait partie de ces structures-là. Donc juste une petite présentation de la Ligue, mais circonstanciée. Historiquement, on se présente comme une fabrique du citoyen, une structure qui, dans tous les départements de France, participe à l'émancipation des gens et des individus. Donc le service civique, quand il est apparu en 2010, pour faire un petit peu l'historique, la volonté de l'État, c'était de créer un espace où les jeunes puissent faire une pause, ou se découvrir, et s'engager. C'est le mot assez fort et qui fait que la Ligue de l'enseignement est partenaire de cette action-là, de s'engager sur un temps donné dans leur parcours de vie. Alors c'est inspiré plus ou moins directement du service national, c'est encadré d'ailleurs par le code du service national et ça vise à donner l'occasion aux jeunes de découvrir l'intérêt général, l'unité nationale à travers cette parenthèse dans leur parcours.
Donc ce que j'ajouterais à la dimension mission, c'est que l'ambition du gouvernement, c'est aussi que pendant cette année-là, le jeune se pose des questions sur ce qu'il va faire après. Donc la structure qui l'accueille a ce devoir de l'accompagner dans son projet d'avenir. Et pendant cette période-là, le jeune doit aussi être sensibilisé aux valeurs de la République dans le cadre d'une formation civique et citoyenne. Et la Ligue de l'enseignement, comme d'autres structures, c'est dans ce package-là qu'elle se retrouve, c'est de donner des conditions à un jeune de pendant 6 à 12 mois vivre cette expérience-là de manière sereine et rassurante. C'est pas une fin en soi, c'est un véritable tremplin. Oui, ça peut être un tremplin et pour tout, on évoque les compétences, mais Vanessa évoquait les savoir-être, c'est aussi pendant cette période qu'on les développe. Pour les jeunes, et après on aura des témoignages tout à l'heure, mais c'est aussi l'occasion de découvrir une organisation collective. Alors on dit du travail, mais ça peut aussi être des bénévoles en conseil d'administration, ça peut être des élus dans une commune. Et du coup, cette notion de comment on gère l'intérêt général, ils la découvrent pendant cette année-là. Et donc nous, la Ligue de l'enseignement, on s'est positionné pour pouvoir accueillir des jeunes. Donc dans le cadre national, pour faire ça, il faut un agrément. Donc les structures qu'évoquait Vanessa tout à l'heure, elles peuvent accueillir des jeunes que si elles sont reconnues par l'État comme en capacité de proposer une mission d'intérêt général, d'accompagner la formation civique et citoyenne et d'accompagner le projet d'avenir. Nous, on peut le faire. Si une structure se sent presque prête à le faire, on peut accueillir le jeune et le remettre à disposition. Ça s'appelle l'intermédiation. Dans le département, il y a le comité départemental olympique et sportif qui le fait beaucoup pour les clubs de sport. Nous, on le fait pour les associations culturelles et les collectivités. Et puis, après, on propose aussi des formations civiques et citoyennes, la Ligue. C'est-à-dire que dans ce parcours-là, imaginons par exemple que DIFART accueille un jeune en service civique. Pour assurer qu'il ait un temps de réflexion sur les valeurs de la République, il peut nous inviter le jeune à venir à une formation proposée par la Ligue. Et puis le troisième volet sur lequel on intervient au nom de la Ligue, c'est que dans le montage national, il y a aussi la question du tutorat qui est fondamentale. Et donc on fait aussi des formations pour les tuteurs, à savoir les adultes référents dans la structure qui accompagnent le jeune dans son projet. Donc voilà, l'idée c'est de sécuriser cette parenthèse dans le parcours du jeune en respectant le cadre de l'agrément national. Bien sûr, on est en direct. Hein. Si Vanessa veut intervenir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de temps de parole prédéterminé. On a très envie d'aller voir Ophélie Lacaille. Ophélie, graphiste illustratrice aujourd'hui en freelance. Bah, la question, elle suit ce que nos premiers invités ont dévoilé. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à aller frapper en disant bah, moi, je veux faire un service civique. D'ailleurs, est-ce que ça s'est passé comme ça, Ophélie ? Après ma formation, j'étais en recherche d'emploi. Donc formation de graphiste. De graphiste, oui. J'ai un bachelor en conception design graphique plus précisément. Et suite à cette formation, j'étais en recherche d'emploi. J'ai intégré la garantie jeune, qui est un dispositif proposé par la mission locale, qui m'a permis de faire des stages et avoir quelques premières expériences. Et ensuite, j'ai découvert le service civique par ça, voilà. Un service civique qui est venu compléter votre expérience des stages ? C'est ça. Voilà, c'était une vraie première expérience de longue durée, parce que c'était une mission de 9 mois au centre socio-culturel Maison pour tous de Châtillon-sur-Thouet, qui accueille tout type de public, que ça va des enfants aux adultes, en passant par les adolescents, en leur proposant plein d'activités ou d'ateliers. Et donc, moi, pendant ma mission, je devais créer du lien entre toutes ces personnes-là et les actions qui étaient mises en place. Donc, en aidant à la communication, en allant à la rencontre de ces publics-là pour voir leurs besoins et puis leurs attentes aussi par rapport à la structure. Ça veut donc dire que c'est pas forcément parce que vous aviez ce bachelor que vous avez intégré cette maison à Châtillon-sur-Thouet. C'est parce que vous aviez envie de découvrir d'autres horizons ? Oui, tout à fait. C'est ça. Et alors, Le service civique, en fait, permet justement, comme l'a dit Ophélie, de pouvoir avoir une réelle première expérience sur une longue durée. Puisque là, son expérience a duré 9 mois. Et le service civique, c'est une des raisons pour lesquelles on promeut le service civique, c'est que ça permet d'avoir cette première expérience qui, des fois, peut manquer aux jeunes qui sortent de diplôme et qui, du coup, ont un manque de réseau aussi. Donc, ça permet aussi de se créer un réseau. C'est une des raisons pour lesquelles le service civique a été créé.
justement pour se créer un réseau, pour se créer une réelle première expérience. Et on passe un cap, on n'est plus en stage, là on est vraiment intégré dans une association, dans un club, et on peut faire un projet quand même sur du long terme, puisque 9 mois ça laisse la place pour faire un réel projet dans la structure dans laquelle on se trouve, et qui est du coup beaucoup plus valorisant sur le CV pour aller postuler derrière pour des postes. Ouais, un élément important par rapport au CV, donc le dispositif a 10 ans, et aujourd'hui on peut affirmer que l'expérience acquise lors d'un engagement en service civique est valorisée dans le cadre d'un curriculum vitae. Ça, c'est certain, c'est compté comme une compétence acquise, notamment pour les plus jeunes, puisque ce que j'évoquais tout à l'heure, la question du travail en équipe, du respect du cadre d'action collective, c'est très très intéressant pour l'employeur. C'est ça. Donc le dispositif prévoit aussi qu'à la fin de la mission, il y ait un bilan nominatif qui soit fait, donc ça c'est le terme technique. Mais je sais que nous, par expérience, on fait beaucoup de lettres de recommandation, on met en réseau ce qu'évoquait Vanessa, qui est presque l'essentiel, par rapport aux écoles, par rapport à la poursuite d'expérience, par rapport au projet d'avenir. Puis après, dans le projet d'avenir, il y a des éléments aussi très matériels, c'est la passation d'un BAFA, la passation d'un permis, et puis le partage du carnet d'adresse. Le service civique permet aussi, avec la région Nouvelle-Aquitaine, de bénéficier d'aide par rapport au permis de conduire, d'aide financière, et d'aide également pour passer notamment le BAFA. Donc du coup, c'est vrai que ça ouvre plusieurs portes. Et nous, au niveau de la mission locale, on fait un suivi en fait tout au long de la mission du jeune pour que justement il valorise les compétences qu'il développe pendant son service civique, et que du coup il réfléchisse aussi à l'après, qu'il n'y réfléchisse pas juste à la fin, que vraiment ce soit un processus tout au long de sa mission. Et en cela, le rôle du tuteur est important. Très important, et c'est après, quand on fait les formations, les premiers modules de formation de tuteur, c'est l'essentiel. C'est l'accompagnement au quotidien dans la mission, mais aussi, moi, la formule que j'utilise en formation, c'est il ne faut pas que la veille de la fin de la mission, on se pose la question de ce qui va se passer après. Ça fait partie du job du tuteur, que dès le premier jour, s'organiser pour qu'à la fin, sans forcément avoir apporté les réponses, mais au moins être disponible vis-à-vis du jeune pour répondre à ses questions. Et lui laisser du temps aussi. Et là, clairement, je parle au nom de toutes les structures. Les missions locales sont des partenaires incontournables. En gros, quand on accompagne les tuteurs, c'est la première porte d'entrée. Quelle que soit la question, c'est l'opérateur sur les territoires qui est outillé pour accompagner les jeunes dans toutes les dimensions, le logement, la santé, le travail, la mobilité. Voilà. Il y a vraiment une complémentarité à trouver. Oui, parce que le jeune qui s'engage dans le service civique, il franchit un sacré cap, finalement. Ouais. Au-delà d'être intégré dans une structure, il est quasiment autonome. Après, il faut gérer le logement, la nourriture. C'est ça. Nous, on les aide par rapport à l'autonomie, justement. Ophélie, vous en avez... Alors, c'était il y a combien de temps, vous précisez-nous? Mon service civique, je l'ai effectué de novembre de l'année dernière et c'est terminé juillet de cette année. Donc, c'est tout récent. On a parlé tout à l'heure de tremplin. C'était vraiment ça, quoi. Vous l'avez vécu comme un véritable tremplin, ce service civique? Oui, ça m'a donné vraiment un gros coup de boost. Même que ça soit dans mon CV, comme le disait Vanessa, une expérience à mettre en valeur. Et aussi, c'était vraiment une expérience très enrichissante qui m'a permis de gagner plus de confiance en moi et me donner l'envie de me mettre à mon compte aussi à la fin, de préparer ce projet avec le soutien de mon réseau que j'ai pu créer à ce moment-là et aussi de ma tutrice. Ouais, je crois qu'il est important ce mot réseau. On l'emploie souvent, mais il n'est pas galvaudé, quoi. C'est vraiment quand on s'engage dans un service civique. Et le CV le montre bien, quoi. S'il y a une ligne où il y a marqué service civique, il y a forcément à un moment donné un coup de téléphone, tiens, vous avez eu tel jeune, etc. Ça y est, on met en place, on commence à tisser sa toile pour pouvoir ensuite s'insérer dans le monde du travail et dans la vie, en fait. C'est ça, Jérôme? Oui, je pense que c'est pas que dans le monde du travail. Vraiment, c'est important d'insister là-dessus. Il y a aussi des liens intergénérationnels qui se créent. Alors, pour être très, très terre à terre, c'est vrai que ça fait un peu vieux de faire référence au service national, mais c'est un peu l'occasion de sortir de la cellule familiale quelquefois pour des jeunes.
C'est-à-dire qu'entre l'école et la famille, pour peu qu'il n'y ait pas eu forcément d'activités de loisirs qui prennent beaucoup de temps, mais il n'y a pas d'autre univers. Et là, on est confronté, donc c'est pas des collègues, mais c'est des collègues, c'est les gens avec qui on passe des journées, 24 heures par semaine. Donc là, on n'a pas précisé ça, mais c'est entre 24 et 35 heures. Tout à fait. Et le fait que ce soit 24, la volonté de l'État, c'est que ce soit plus qu'un mi-temps au regard du Code du travail. Donc ça, symboliquement, plus de la moitié de mon temps d'activité est consacré à l'engagement. Donc je sors de la famille, je sors de ma cellule ma zone de confort. La zone de confort, ouais. Et ça, c'est formateur aussi. Et généralement, on aide effectivement le jeune qui sort de la famille et qui du coup va aller vers l'emploi. Durant le service civique, il prend effectivement son envol, donc on peut aider les jeunes pour le logement notamment, pour vraiment sortir du cocon familial et de prendre son autonomie. Donc le logement, la mobilité aussi, avec le permis pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Comme ils ont une indemnisation pendant le service civique d'environ 580 €, du coup ça leur permet d'avoir une première ressource. Donc c'est une indemnisation, hein, c'est une indemnité, c'est pas un salaire, puisqu'on est vraiment sur un contrat de volontariat et pas un contrat de travail. Et du coup cette indemnité permet d'acquérir son autonomie vis-à-vis de la famille, par exemple. Vous avez parlé d'enrichissement, Ophélie, elle parlait d'enrichissement professionnel, mais il y a aussi l'enrichissement personnel, quoi. Ça y est, hein, on sent que vous êtes en confiance après ce passage, d'autant que les associations qui accueillent, elles sont friandes finalement de ces emplois, parce que ça permet de soulager 24 heures, entre 24 et 35 heures par semaine, c'est pas rien. Donc j'imagine que vous avez été super bien accueillis à Châtillon. Ah oui, très très bien. Oui, on a même eu une réunion le jour où je suis arrivée, où j'ai pu être présentée à tout le monde. Que ça soit par l'équipe de professionnels ou par les adhérents de la structure, j'étais très très bien accueillie et très chaleureusement même. Voilà. Et intégrée aussitôt, quoi. Sachant que j'apportais aussi des compétences nouvelles qu'ils n'avaient pas forcément dans leur personnel. Donc c'était enrichissant pour les deux. C'est ça. Gagnant-gagnant. Oui, voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, concrètement, quelle est votre activité, Ophélie ? Alors, je me suis mis à mon compte il y a 2 mois et donc je propose mes services aux entreprises, aux associations ou aux personnes qui ont besoin de communication. Faut en profiter, hein, faire de la pub. Oui. Comment s'appelle ton entreprise ? C'est mon nom. Enfin, c'est pour le moment, c'est Ophélie Lacaille freelance. Et donc, je propose des packs de prestations complètes selon les besoins. Donc, ça va de l'identité visuelle, donc logo, charte graphique, les supports imprimés. Donc, ça peut aller de l'affiche à la banderole, flyer, brochure, voilà. Et aussi tout ce qui est support web, donc création de site internet, animation de réseaux sociaux et un petit peu de motion design, donc l'animation, voilà. Et de l'illustration aussi, c'est important, voilà. Voilà. On revient sur le service civique. Vanessa, est-ce qu'on peut partir à l'étranger ? Oui, on peut partir à l'étranger par le biais du service civique, mais pas que, il existe plein de dispositifs différents, mais le service civique, effectivement, le développement international et l'humanitaire fait partie des thématiques des offres de mission. Donc on les retrouve, toutes les offres sont sur le servicecivique.gouv.fr et il y a la thématique développement international et humanitaire. Un jeune qui nous écoute là cet après-midi et qui se dit tiens finalement le service civique j'ai envie de tenter, qu'est-ce qu'il fait ? On lui dit quoi ? Il peut venir nous voir s'il veut plus d'informations et s'il a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu. Et sinon, il peut aller sur le site du servicecivique.gouv.fr où il y a toutes les missions en fait, de France et d'international. Et du coup, il peut candidater en ligne. Directement, s'il voit une offre de mission qui l'intéresse, il peut candidater directement via la plateforme
moi, je conseille aussi C'est la question, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur le net ou on vient voir des gens spécialistes? On fait les deux, on candidate directement sur la plateforme et moi je conseille de contacter aussi parce que généralement il y a le contact de la structure qui propose la mission, donc de contacter via le mail ou le numéro de téléphone qui est indiqué sur l'offre de mission. On retrouve, si on veut faire spécifiquement sur le territoire de Gâtine, du coup, comme je fais une veille toutes les semaines, on retrouve les offres de mission de la Gâtine sur notre page Facebook et également à l'affichage dans la Maison de l'Emploi, qui est ouverte même pendant cette période. Jérôme, vous voulez préciser des éléments? Mais je rajouter par rapport au site internet qu'il y a une rubrique foire aux questions qui est très bien fournie, et à la fois pour les jeunes et à la fois pour les structures qui se posent la question de est-ce qu'on peut accueillir et quelles sont les conditions. Donc c'est vraiment, vraiment très détaillé en termes de foire aux questions, donc on a à peu près toutes les réponses. Ajouter qu'il faut... Je veux juste décrire un petit peu la démarche de candidature en ligne parce qu'elle est symptomatique de ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que la candidature, elle prend la forme de nom, prénom, adresse mail, contact, et après c'est un cadre blanc. C'est-à-dire que c'est une zone d'expression libre où on dit pourquoi on est motivé par l'action. On ne coche pas permis, pas permis, on ne coche pas niveau scolaire, on ne coche pas compétences certifiées. On dit juste pourquoi on est attiré par la proposition qui nous est faite. Donc ça, c'est assez symbolique aussi dans la démarche du fait que c'est l'envie qui doit animer le jeune. C'est ça. Et l'autre élément qui est important, que je rappelle, c'est que les structures qui mettent les missions en ligne sont censées prendre soin de toutes les candidatures, puisqu'une des règles, c'est l'accessibilité. Et nous, ça nous arrive très souvent de refuser des candidatures parce qu'elles sont massives ou parce que c'est pas adapté, parce qu'on s'est pas compris. Mais il faut vraiment... pour le jeune, c'est quand même une expérience. Voilà. C'est-à-dire le fait de faire la démarche en ligne et de candidater, c'est prendre contact avec une structure qui doit écouter, dire bah non, t'habites à Saint-Germier, la mission elle est à Courlay, tu te rends pas vraiment compte où c'est. 580 €, ça va pas te permettre de t'installer dans le logement, et là on discute. Et puis après, on trouve d'autres solutions ou d'autres missions, mais on engage la discussion. Donc le fait de candidater, c'est aussi ça. Dans le parcours du jeune. Alors, je ne sais pas combien de candidatures tu as fait, mais des fois, ils en font plusieurs. Et puis, quelquefois, on dit, on reçoit un candidat, on dit, mais non, par contre, tu as vu la candidature? Je pense qu'à la mission locale, ça doit arriver. Ça, oui, ça va mieux correspondre à ta vie aujourd'hui. Ça on les prévient que 500, parce que du coup, 580 € quand on n'a rien, ça représente beaucoup. Mais sur la gestion d'un budget mensuel, voilà. Donc, du coup, effectivement, on fait bien attention à ça, que s'il doit faire la mission loin, si en transport en commun, c'est possible, pourquoi pas, mais si c'est y aller en voiture par exemple, l'essence c'est un budget, et que du coup peut-être qu'il vaut mieux attendre ou voir s'il n'y a pas d'autres missions plus proches qui correspondraient et qui se mettraient dans le budget mensuel. Ophélie, comment s'est passée la démarche? Vous aviez candidaté dans plusieurs structures ou c'était bingo du premier coup? En fait, c'était un peu un coup de chance parce que je connaissais déjà un petit peu la structure. Quand j'ai appris qu'il cherchait quelqu'un en service civique, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai passé un entretien, entre guillemets, pour voir un petit peu mes motivations et pouvoir construire à la fois la mission et mon projet d'après service civique avec ma future tutrice. Voilà. Après, ça s'est fait comme ça. C'est toi qui as monté un petit peu ta mission finalement. Oui, voilà. Qui a construit ta mission. Oui, voilà, on l'a fait ensemble par rapport à eux, leurs besoins, et moi, ce que je pouvais leur apporter. Voilà. C'est ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'un jeune peut aller voir s'il est en contact avec une structure qu'il connaît bien et avec qui il aimerait monter un projet ou qu'il a des idées d'activité. Il peut proposer à sa structure de créer une mission de service civique. Et c'est là que justement, généralement, on renvoie vers... quand nous, parce que du coup, j'ai des structures moi, qui peuvent m'appeler pour me demander comment on fait les démarches, etc. Et donc, c'est là que je propose, c'est une des solutions, à la Ligue de l'enseignement, parce que ça évite des fois pour des structures qui sont que des bénévoles ou qui n'ont pas forcément le temps, du coup la Ligue prend le relais par rapport à l'agrément et fait une mise à disposition, ce qui est beaucoup plus confort pour la structure. Ce qui est assez fréquent dans les clubs sportifs aujourd'hui. Les ligues régionales, le comité départemental olympique ont des agréments et ils peuvent mettre à disposition les volontaires des clubs. Et puis l'autre paramètre que tu évoquais, c'est une réalité, c'est qu'on a un jeune
proche de l'environnement du club sportif. Je prends cet exemple, mais je pense que dans la culture, ça peut être la même chose. Et puis on le connaît, il est entre deux, il n'est pas assez vieux pour passer son BPGEPS, il est investi dans le club, on l'accueille, on profite de l'agrément, et puis on renforce aussi le lien à l'action de l'association. Ça, c'est un modèle qui est assez fréquent. Ça coûte quoi une association que d'accueillir un service civique? Ça coûte du temps, ça coûte des moyens pour l'accueillir dans de bonnes conditions, mais c'est relativement bien pris en charge au niveau de l'indemnité. Donc la structure qui s'agrée pour accueillir un jeune, elle va percevoir 107 € par mois de la part de l'État qu'elle va reverser aux jeunes, la plupart du temps en numéraire, mais elle pourrait le faire en avantage en nature. Elle va recevoir 100 € pour organiser sa formation civique et citoyenne pendant le temps de sa mission, et elle va recevoir 60 € pour qu'il passe le PSC1. Et avec ça, le jeune, lui, perçoit directement de la part de l'État 480 €. C'est ce qui fait que 470. Oui. C'est ce qui fait que lui, il a sur son compte bancaire 580 € à peu près par mois. Mais en monnaie, ça ne coûte pas à la structure d'accueil. Oui, il est important de le préciser. Hein, s'il y a des gens qui nous écoutent et disent tiens, ça pourrait être une bonne idée, mais ça va nous coûter. Finalement, l'investissement, j'introduis toujours sur le fait que ça coûte quand même. Ça coûte quand même en temps, ça coûte en ordinateur, ça coûte en frais kilométriques. Ça va être une personne, ça va être une ressource humaine supplémentaire. L'investissement, il est d'abord humain, surtout humain, quoi. Il ne s'agit pas de l'accueillir et de la lâcher dans la nature, il faut bien s'en occuper. Et vous avez bien vécu ça, Ophélie? Vous aviez une tutrice très très bien. Non, mais vraiment, oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai été très bien accueillie, tout de suite très bien intégrée. J'ai pu apporter mes compétences à un peu tout le monde, donc c'était très bien. Même pendant le premier confinement, j'ai été en télémission, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc avec l'une de mes collègues qui s'y connaissait un petit peu, nous avons refait le site internet de la structure qui était pas forcément très bien organisé au niveau de la lecture. Donc on a refait complètement le site internet et mis en place une newsletter pour garder le lien avec les adhérents, dont quand même il y avait une majorité de personnes âgées qui pouvaient se retrouver seules. Donc on mettait aussi des choses en place pour garder le lien et les aider à tenir le coup, quoi. Donc l'idée de la newsletter était bien, voilà, c'était apprécié. Il y a une petite information technique aussi qu'il faut partager pour ceux qui découvrent le dispositif, c'est que dans le cas d'Ophélie, par exemple, elle aurait pu commencer son activité freelance en même temps, puisque l'engagement en service civique, c'est un engagement volontaire qui est complètement détaché des règles du Code du travail. Donc on peut, légalement, on peut être salarié à 35 heures et faire un service civique à côté. C'est techniquement impossible, donc on préconise pas du tout. Mais on peut étudier aussi en même temps. C'est-à-dire qu'on peut être étudiant et passer tous ses après-midi au sein d'une structure en service civique. La seule règle, c'est qu'il ne faut pas que ce soit la même structure qui vous emploie et qui vous accueille en tant que service civique. Mais sinon, c'est possible. On a des jeunes d'ailleurs qui... parce que 580 € des fois peuvent pas suffire par rapport au budget, qui du coup s'ils sont à 24 heures dans une structure, trouvent un petit job à côté pour arrondir les fins de mois entre guillemets, et en plus se créer une expérience supplémentaire. Mais c'est possible aussi selon la mission qu'on fait, les horaires, etc. Mais du coup c'est une possibilité. Et l'autre élément technique pour être complet par rapport au statut du jeune vis-à-vis de la recherche d'emploi, c'est que c'est une parenthèse. C'est-à-dire qu'au regard de son statut, le début de l'engagement marque la fin de sa situation en recherche d'emploi active. Et s'il est allocataire, ça marque le gel de ses allocations. C'est ça, qui reprendront pendant la période, à la fin. Voilà, et qui reprendront à la fin au même état. Donc il ne perd pas de temps, il vit une expérience avec d'autres moyens d'accompagnement, et il retrouve, si ça ne débouche pas sur un emploi, sa situation de chercheur d'emploi sans avoir rien perdu. C'est ça. Justement, est-ce que les expériences de service civique débouchent souvent, pas souvent, sur des emplois ? Oui, c'est vraiment un bon tremplin qui est très positif et qui a des bons résultats sur l'insertion professionnelle des jeunes à la fin.
ou alors sur l'orientation, puisqu'il y en a, ils prennent ce temps-là pour pouvoir travailler leur projet parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Ça leur permet de s'engager pendant le service civique et de se sentir utile, de retrouver la confiance en soi, comme disait Ophélie, et du coup d'éventuellement reprendre les études aussi. Ça fait partie des sorties de service civique. Il peut y avoir aussi l'alternance, on a parlé de l'apprentissage ce matin, ça peut en faire partie également. Donc il y a vraiment un peu toutes les possibilités, mais oui, c'est vraiment un très bon tremplin vers l'emploi. Et il y a souvent des sorties positives, pas forcément dans la structure d'ailleurs, mais comme le jeune peut valoriser une expérience sur du long terme et sur vraiment un nombre de mois qui permettent de le valoriser sur le CV, quand il va postuler dans d'autres entreprises ou structures, c'est vraiment un plus. Ophélie, on gagne en maturité ? Oui, je pense oui. Après, ça dépend de chacun, mais je pense que oui, c'est... Je pense qu'en règle générale, ouais. Plus ou moins, oui. mais oui. Ça, c'est, en termes de statut, on n'est pas salarié, donc on n'est pas sous la même pression. Par exemple, dans les formations de tuteurs, on insiste, ce qui est compliqué d'ailleurs, parce que on dit qu'il n'y a pas de lien de subordination, c'est-à-dire que pour l'employeur, il faut que ça se passe bien, c'est la manière dont on le décrit. Voilà. Si ça ne se passe pas bien, on arrête, c'est un engagement. Donc du coup, l'expérience, elle est forcément bénéfique, en plus elle est limitée dans le temps. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de bons à prendre, même dans les expériences un peu compliquées. Voilà, parce qu'il n'y a pas cette difficulté de il faut que je sois bon parce qu'après il faut que je me reste. Voilà. Le cadre, il est sécurisé pour vivre l'expérience et en tirer le meilleur, même si la mission d'un point de vue technique, elle n'est pas aboutie, même si au niveau relationnel, voilà. C'est une expérience pour tout le monde. C'est forcément du gagnant-gagnant presque. Oui. Complètement. C'est forcément du gagnant-gagnant. Et en plus, nous, au niveau de la mission locale, si y a une difficulté, que ce soit pour le jeune ou pour la structure qui accueille le jeune à ce moment-là, nous, on peut aussi faire de la médiation pour essayer de comprendre ce qui, à un moment donné, ne marche pas ou pêche, et du coup, d'essayer de leur amener des solutions et puis de calmer un petit peu les esprits et de retrouver une cohésion. Et à Châtillon, il y a quelqu'un d'autre qui t'a remplacé ? Non, je crois pas. Enfin, il me semble qu'il cherchait quelqu'un d'autre en service civique, mais avec la situation actuelle, c'est compliqué. Et c'était pas forcément sur la même mission, me semble-t-il. Non, pas sur la même mission, c'est ça. Voilà, donc ça, il renouvelle les missions. Mais ça veut dire que tu as tracé un peu le sillon quand même, quoi, parce que tu as montré que le service civique, il avait un rôle dans une association, dans cette association en particulier, et puis ça peut permettre aussi l'association peut se dire, tiens, on aurait besoin d'un service civique, mais peut-être plus pour une autre mission, mais ça y est, quoi, c'est lancé en fait. Et c'est bien pour ça qu'on précise que ce n'est pas un emploi et que ça ne peut pas remplacer un salarié. Donc du coup, s'il y avait une personne sur un poste à un moment donné, un service civique ne peut pas remplacer ce salarié. On est vraiment sur une mission qui vient ponctuellement, alors après qui peut être répétitive selon les missions, mais on est vraiment sur une mission d'intérêt général et sur un sujet donné. Alors ça ne doit pas. Ça ne peut pas, mais ça ne doit pas. C'est inscrit dans la loi. C'est inscrit dans la loi. Et du coup, la réponse là, sur la situation de Châtillon, elle est très positive. Ça veut dire que l'action qu'a menée Ophélie n'est pas indispensable en soi, et que c'est maîtrisé par la structure. À partir du moment où on ne peut pas s'en passer et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un... Là, il y a l'emploi, oui. Voilà. C'est ça. C'est un des critères. Mais même avant moi, ils avaient pris d'autres... Enfin, ils ont déjà eu d'autres services civiques, mais sur d'autres missions, voilà. Donc, ils connaissaient déjà le système service civique. C'est parfait. Donc, voilà. Est-ce qu'on a tout dit sur le service civique ? Est-ce que vous avez envie de rajouter des éléments ou Vanessa, Ophélie, Jérôme ? Pas oublier qu'il y a toujours des missions. S'il y en a qui sont intéressés, il y a toujours des missions sur le territoire. On en cherche un, la Maison de l'Emploi, donc je profite. Bien sûr. Je profite. Alors, quel profil cherchez-vous ? On est, quelle mission souhaitez-vous ? En tout cas, on est sur une mission plus sur le numérique et sur aider les personnes qui auraient des difficultés par rapport au numérique, sur l'accompagnement au numérique avec la proposition d'ateliers. Donc, sachant qu'on accompagnera ce service civique, il n'y a pas besoin d'être un webmaster non plus. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment quelqu'un de motivé et qui aime le contact avec les personnes. Voilà, principalement.
Après, qui a une connaissance informatique, pas non plus, voilà, pas besoin d'avoir un bac plus 3 en informatique du tout, parce qu'en plus on l'accompagnera, et puis, mais vraiment aimer le contact avec les personnes, puisque là ce sera pour aider les personnes qui ont des difficultés avec l'informatique. C'est aussi une des préconisations qui est faite pour les structures, c'est de penser des missions qui ne soient pas déjà remplies avant qu'elles commencent. Et qu'il y ait une part d'initiative du jeune, que ce qu'il amène, ses savoir-faire, ses propres réseaux, ses outils, ses techniques, c'est assez marquant. Et en fait, quand la structure elle est prête à recevoir ça, c'est là qu'elle s'enrichit le plus, parce qu'il va arriver avec des même niveaux techniques, quoi, des outils, des manières de faire. Alors, c'est pas un délire de penser aussi qu'il amène une dose de jeunesse dans les pratiques, dans la maîtrise de certains codes, dans le vocabulaire. Donc ça, c'est vraiment une richesse. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la région Nouvelle-Aquitaine est intéressée par ce dispositif, fait régulièrement des appels à projets pour nous accompagner, acteurs de l'éducation populaire notamment, dans son développement. Et là, il y a des dispositifs, par exemple, pour ce qu'on appelle, ce qui a été évoqué tout à l'heure, le service civique inversé. Donc là, l'idée, c'est de partir de l'envie et du besoin du jeune pour construire avec lui la mission et lui trouver un espace d'engagement. Donc ça, c'est un volet. Et puis l'autre volet qui est notamment important dans notre département, c'est la question de la mobilité. Donc là, nous, je sais que la Ligue de l'enseignement, on a répondu aussi à des appels à projets de cette forme-là. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la création de missions, notamment dans les territoires ruraux. Et on s'aperçoit aujourd'hui, à travers les délibérations dans les différentes collectivités territoriales, que voilà, on prend des délibérations pour pouvoir en accueillir. On va donner des moyens pour le faire. C'est vraiment, ça s'inscrit de plus en plus dans les politiques jeunesse des collectivités territoriales. Et nous, on a répondu également à un appel à projet par rapport au suivi des jeunes qui sont en mission de service civique, qui ne connaîtraient pas encore la mission locale, pour justement arriver à les identifier et les aider dans leur parcours et à la sortie, pour que justement la sortie soit positive et que le jeune puisse rebondir à la fin de son service civique et qu'il ne se retrouve pas à se dire qu'est-ce que je fais maintenant, d'y penser avant. Avoir entre 16 et 25 ans, ça peut aller même jusqu'à 30 ans. On a parlé des 180 € mensuels, et puis on a parlé de cette grande expérience, de cette grande richesse qu'apporte le service civique. Merci beaucoup. Merci Vanessa, merci Ophélie, merci Jérôme. Merci à vous. J'espère que vous en avez appris davantage sur le service civique, et la porte d'entrée peut être par la mission locale ici à Parthenay. On se retrouve dans quelques instants. On aura notre 4e thématique, la 2e de l'après-midi, et elle sera consacrée au parrainage.